À toutes et à tous. Bonjour Bernard-Marie. Bonjour. Hop, on va juste changer l'affichage, ça va être un peu plus agréable comme ça. Voilà, normalement. Super, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous voir en ligne. Bienvenue à ce 22e épisode de J'ai rendez-vous avec Bernard-Marie, fondateur de l'Institut IGI, qui est un institut de recherche par des praticiens, centres de formation et développeurs de l'outil holacratie dans le monde. Voilà, alors sachez que vous disposez, comme d'habitude, dans la barre de menu Zoom au centre d'un bouton QR pour pouvoir poser vos questions durant ces 30 minutes ensemble. Et si jamais vous nous regardez depuis LinkedIn et ou YouTube, vous pouvez faire de même dans les commentaires. Alors, le thème d'aujourd'hui, Bernard-Marie, fait suite à une tribune que tu as écrite, publiée dans Forbes, qui s'intitule La dimension humaine de l'holacratie. On va voir ça tout de suite. Un mot pour commencer, Bernard-Marie? Alors, Bernard-Marie, par contre, tu es muté, j'ai l'impression. Ouais, mais ravi de plonger, je disais ravi de plonger dans ce sujet-là, et d'explorer. C'est un sujet qui crée pas mal de rumeurs, de polémiques, en tout cas beaucoup d'incompréhension que je serais ravi de lever. Superbe. Alors, tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat en posant la question. Du coup, alors, holacratie, c'est humain ou inhumain? Ni l'un ni l'autre. Ça n'a pas de sens. La question n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce qu'en fait, holacratie, c'est un outil. Je ne connais pas d'outil qui soit humain ou je ne connais pas d'outil qui soit non humain ou inhumain, pardon. C'est pas à propos d'humain, c'est un outil. Et un outil, c'est comme un marteau, hein. On peut taper sur la tête du voisin. Effectivement, c'est pas terrible comme comportement. On pourrait classer ce comportement dans des comportements inhumains. Et puis, en même temps, je peux accrocher une toile de maître dans mon bureau ou dans mon salon. Et c'est une autre vertu. Donc, en fait, holacratie est un outil. C'est intéressant. Donc, quand les gens disent que c'est inhumain, ils sont en pleine projection dans leur biais cognitif. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis le premier à avoir des biais cognitifs. Voilà, pour répondre rapidement à la question, si on veut développer un petit peu, je dirais que holacratie, c'est un outil, c'est sûr, c'est même un moteur et c'est même un décapsuleur. Des décapsuleurs pour ouvrir les bouteilles. En fait, ça crée un nouvel espace, ça crée une nouvelle dimension, jusque-là inaccessible. Et que cette dimension jusque-là inaccessible va probablement pouvoir permettre d'aller beaucoup plus loin et plus profondément sur l'humain, même si en même temps, et ça c'est un des paradoxes que j'adore, holacratie ne prétend pas du tout traiter de l'humain, ne prétend pas du tout offrir des outils pour accompagner l'humain tel qu'on peut l'entendre habituellement. En fait, holacratie, c'est une nouvelle, c'est pour ça que c'est complexe, c'est pour ça que les gens projettent beaucoup, surtout quand la plupart du temps, les gens ont du mal avec le cadre, parce qu'ils ont un mal vécu avec le cadre, donc ils sont bourrés de biais cognitifs. Oh, holacratie, c'est un cadre, parce qu'évidemment, c'est de la structure. Là, si c'est un cadre, c'est de la structure, alors c'est forcément mauvais. Et juste que quand on prend un peu de recul et qu'on dépasse ça, en fait, il y a une dimension qui n'est absolument pas explorée, enfin, qui commence à peine à être explorée. Et c'est ce pourquoi j'ai créé l'Institut AGI. C'est juste que avant, enfin, tout ce que je peux voir, c'est tourné sur l'humain. Quel patron ne dit pas, oui, mon entreprise, elle est centrée sur l'humain? Et c'est super, il n'y a pas de critique, mais c'est carrément insuffisant. La vie sur Terre, il n'y a pas que des humains sur Terre, on le sait. Eh bien, les organisations, c'est aussi des êtres vivants. Donc, en fait, c'est pas le bon axe. Euh, Ça peut être une conséquence, mais c'est pas le bon axe, c'est pas le bon objectif de vouloir absolument faire de l'humain pour l'humain, etc., au service de l'humain. Amen. Non, en fait, une autre dimension qu'apporte l'holacratie, c'est de créer un espace, des nouveaux contextes. Ces nouveaux contextes qui soient plus favorables pour le développement des êtres humains. En fait, les humains, ils ont des comportements qui ne les caractérisent pas. Moi, j'ai remarqué depuis longtemps que la somme des comportements d'une personne ne définit pas la personne. Ça définit les comportements d'une personne. Ça peut définir l'environnement dans lequel évolue cette personne, parce qu'en fait, c'est l'environnement qui génère des comportements. La même personne, à personne constante, selon l'environnement dans lequel elle est, elle va avoir des comportements différents. Dans un environnement malsain, elle va avoir des comportements malsains. Dans un environnement sain, elle va avoir des comportements sains. Et donc, du coup, quand on a compris ça, ce que j'ai compris, je l'ai compris dans la pratique, ce n'est pas du tout intellectuel ce que je raconte. Moi, je suis un praticien, je ne fais que mettre des mots sur ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris de la réalité. Et j'ai été coach, j'ai été médiateur, j'ai été thérapeute. Et dans les trois postures, j'ai arrêté. J'adorais ça. Les trois postures, j'adorais ça. Et par exemple, la médiation, je venais à un endroit pour faire une médiation, un comité de direction, un comité exécutif, un board, ce que vous voulez, et qui était dans un état lamentable de communication. C'est pour ça qu'il me faisait venir.
Bon, on réglait le truc, je rétablissais, pas moi, les processus que j'utilisais permettaient de rétablir un climat de conversation, de communication qui était juste inimaginable 3 heures plus tôt. Mais 2 mois plus tard, il me rappelait. Il me rappelait pour la même chose. Donc, j'ai fait ça une fois, et puis j'ai dit, bon, on arrête, là, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Et donc, je me suis dit, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Et pareil avec les coachs, avec le coaching, et pareil avec la thérapie. Donc, c'est pas, et ce que je suis pas du tout en train de critiquer le coaching, la médiation et la thérapie. Je dis simplement, c'est largement insuffisant à l'heure où on a d'autres enjeux, nous, les êtres humains. Et donc, je me suis dit, ben, finalement, si je devais faire quelque chose d'intelligent, pas trop connu, etc., en tout cas qui me parlait beaucoup, qui me paraissait plus rentable, et ça parle de moi, de mes blessures, etc., et sûrement de mes talents, eh bien, je vais m'intéresser au contexte, à l'environnement. Je vais m'intéresser, et comme un peu en permaculture, j'ai un fils qui fait de la permaculture, ben, en fait, il ne s'intéresse pas aux fruits et les légumes, il s'en fiche. Les fruits et les légumes, magnifiques fruits et magnifiques légumes, sont la conséquence, uniquement la conséquence de tout le soin qu'il apporte à la terre, à l'environnement. Il ne s'occupe que de la terre. Le reste se fait tout seul. Ben, c'est pareil, je fais le même métier que lui, sauf que moi, c'est dans le champ des organisations. Wow. Un beau métier du coup. Et pourtant, il y a une perception et une image de holacratie qui repousse un petit peu et qui fait dire à beaucoup de monde que holacratie ne traite pas d'eux, voire en fait ne laisse pas de place à l'humain. Du coup, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que tu expliques cela en fait? Il y a plein d'explications. La première, je l'ai évoquée rapidement tout à l'heure. Je pense qu'il y a ce que je vois systématiquement quand je parle de cadre, les gens, ils se reculent sur leur chaise, ils font ce geste-là. À la hauteur, alors il y en a qui sautent carrément, à la hauteur de leur mal vécu du cadre dans les organisations. On a vécu, enfin nous, c'est affreux, mais c'est indéfini, mais c'est globalement juste. L'être humain, il a vécu, en tout cas je vais parler de moi, j'ai vécu dans des cadres castrateurs, vraiment castrateurs, à commencer par l'école, moi j'étais chez les jésuites, à commencer par ma famille, avec mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, je ne critique pas, hein, mais franchement, et ça a des effets bénéfiques, hein, donc c'est juste pour prendre conscience du pouvoir du cadre. J'ai attrapé plein de croyances grâce à mes parents ou à cause de mes parents, dont pour la plupart je me libère maintenant, enfin, depuis longtemps. Bref, donc il y a un mal vécu par rapport au cadre. Je ne parle pas de l'entreprise, c'est pour ça que je ne suis pas resté salarié longtemps, c'est pareil. Donc en fait, l'être humain, il faut reconnaître que l'être humain aujourd'hui, il vit dans des cadres, on n'est pas bon plutôt, on n'est pas bon pour définir des bons cadres. On n'est pas bon. On n'a pas ce savoir. Le cadre, c'est important. C'est pas le mode de fonctionnement, c'est pas le management, c'est pas la gestion, c'est pas l'animation. C'est ce truc au-dessus, ce méta-truc au-dessus qui définit tout ça. C'est ce que j'appelle le pouvoir constituant. Parce que l'holacratie, c'est ce niveau-là. Déjà, on est des nains de jardin en termes de management. Il n'y a pas de corpus managérial sérieux. Mais là, c'est pire. Je parle du management du management. Je parle d'un cadre, d'un métacadre qui régit ce qu'est le management. Donc, c'est une matière complètement nouvelle. Donc, il y a cette difficulté-là, les gens ne connaissent pas le pouvoir constituant. Je ne sais pas, je pose souvent la question, pourtant on a une constitution en France, mais combien de gens ont lu la constitution, l'ont intégrée, ont bien vu que le peuple y est très peu dedans, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un sujet politique, mais donc il n'y a pas de culture, il n'y a pas de culture du pouvoir constituant, sauf exception. Et donc, c'est sûr que ça crée un handicap. Les gens veulent comparer quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent même pas le concept, à quelque chose qu'ils croient comprendre, comme le management, le self-management, l'entreprise libérée, les patins, couffins, altruistes, etc. Donc, c'est juste pas comparable parce que ce n'est pas les mêmes plans, ce n'est pas les mêmes planètes. Et puis, il y a ce mal vécu du cadre que j'ai évoqué tout à l'heure, ce qui fait qu'a priori, ils abordent cette notion, ce nouveau concept, avec un a priori négatif, à la hauteur de leur mal vécu dans le et puis compare ça à la doxa. La doxa aujourd'hui, dans le monde des entreprises et pas que, c'est tout est à propos d'humain. Si tu veux être bien vu, il faut que tu dises oui, moi tout est centré sur l'humain. Encore hier soir, j'écoutais une conférence d'un patron qui témoignait, tout est centré sur l'humain, il n'y a que l'humain qui compte, etc., etc. J'avais envie de lui dire, et le business, tu t'en occupes un peu? Eh ben non, c'est tout l'humain, tout l'humain, tout l'humain, tout l'humain. Et c'est sûr que si on est. Et d'ailleurs, dans le mot management, souvent quand je demande aux gens qu'est-ce que tu mets derrière le mot management, ben, c'est management des hommes. Oui, mais attends, et le business. Donc c'est dingue, c'est dingue. On voit bien que c'est pas équilibré. Il y a une polarité qui manque et c'est très bien de s'occuper des hommes. Je ne suis pas de vous critique, mais le business quand même dans une entreprise, ça peut servir. Non. Donc en fait, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il manquait une dimension. Il y a l'individu, c'est sûr. Il y a le nous, le collectif, l'équipe, le corps social d'une entreprise, c'est sûr, c'est sûr.
il manque un truc énorme. Si on en reste à ces deux dimensions, on passe à côté de quelque chose. Et c'est la situation dans laquelle on est dans la plupart des entreprises. On passe à côté de quoi? On passe à côté de l'entreprise, tout simplement. Comme je viens de le rappeler rapidement en parlant de business et en rigolant, mais ce n'est pas tellement rigolo. Et on passe à côté de l'entreprise parce qu'en fait, l'entreprise, c'est un organisme vivant. Alors, quand je dis ça, tout le monde dit, bien sûr, c'est vivant, on est dans le matriciel, machin, machin. Non, 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 je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. Parce qu'on revient à des humains. Là, j'avais ce matin un post, sur un post, quelqu'un me disait, mais bien sûr, les entreprises, elles sont vivantes, il y a du matriciel, et puis il y a des gens, acteurs du changement, qui font bouger les choses. Oui, on en revient aux gens. On en revient aux gens, on est extrêmement limité. Non, quand je vous dis que l'organisation est vivante, l'organisation en tant qu'entité est vivante indépendamment des êtres humains. L'organisation est un être vivant qui n'a rien à voir, qui a besoin de coopérer avec, mais qui n'a rien à voir avec l'espèce humaine. Mais bon, il faut peut-être qu'on s'ouvre un peu les yeux. Il n'y a pas que les êtres humains sur Terre. Il y a des arbres. Moi, j'ai un magnifique parc à côté de moi. Il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des chats, il y a des faisans, il y a un magnifique lièvre ce matin qui était devant. Voilà, donc il n'y a pas que les humains. Et bien, de cette même manière qu'il n'y a pas que les humains, et donc si on aborde tout sous le prisme de l'humain, forcément qu'on va avoir une représentation globale qui est extrêmement limitée du vivant. En plus, on parle de vivant. Non, 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 non. Donc, l'entreprise est un organisme vivant. C'est sûr que c'est un peu plus difficile à capter qu'un lièvre parce que ce n'est pas visible. Même si juridiquement, c'est bien une personne morale. Il y a bien le mot personne, c'est une personne morale, ça existe. Donc, l'entreprise est un être vivant et donc, du coup, il faut, en plus du système individu, du système collectif, il faut pouvoir le mettre. Il faut pouvoir le mettre. Et s'il est vivant, ce qui est le cas, alors on doit pouvoir être, comme tous les êtres vivants, en capacité de révéler son code ADN. Mais c'est quoi le code ADN d'une entreprise? Pour la plupart des gens, c'est les gens, c'est l'humain. Non, 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 non. Le code ADN d'entreprise, c'est le rôle. C'est un magnifique apport de l'Acracy. L'Acracy ne règle pas tout du tout, ce n'est pas un outil miracle. Et en même temps, ça fait une avancée conceptuelle extraordinaire en inventant. D'ailleurs, toutes les approches se sont appropriées cette notion de rôle, ce n'est pas par hasard. La notion de rôle. Le rôle, ce n'est pas une personne. Le rôle, c'est une cellule du corps de l'organisation. Et donc, comme tous les êtres vivants, ça passe par le cycle de l'évolution en 4 parties. Donc, il faut d'abord être capable de définir le code ADN. Le code ADN de l'entreprise, c'est le rôle qui n'a rien à voir avec les humains. La deuxième chose, c'est l'expression du code. L'expression du code, c'est l'expression des opérations, c'est les rôles en mouvement dans une entreprise. La troisième chose, c'est pour décrire un organisme vivant, c'est la fonction fitness par rapport à la survie. Bon, en holacratie, on appelle ça une tension. Une tension. Ce n'est pas les gens qui ressentent des tensions. Je ne parle pas de tension personnelle ou interpersonnelle dans le système 1 et le système 2. Je parle de tensions organisationnelles. Des tensions effectivement ressenties par des humains qui sont des formidables capteurs, mais des tensions ressenties au titre de l'exercice d'un de leurs rôles, d'où c'est organisationnel. Et ça, c'est la fonction fitness. Et puis, la quatrième fonction, c'est la capacité qu'a un organisme vivant à faire varier le code, à le muter. Et bien, en holacratie, c'est la gouvernance, évidemment. Donc, on voit bien que l'holacratie permet mais de manière concrète et développée, on peut aller très très loin sur le sujet, de faire qu'un mot vivant qui est à la mode, etc., mimétisme, patacouffin, on passe à quelque chose d'un peu sérieux en termes d'organisme vivant, en décrivant comment ça fonctionne, en s'appuyant sur les lois, sur les principes du vivant, avec les 4 éléments qui reviennent systématiquement, quel que soit le système biologique ou vivant. Voilà. Alors justement, on a un commentaire et une question en fait, de Xavier dans le chat qui dit: Il me semble que grâce à son cadre hyper contraignant, l'holacratie ouvre paradoxalement, mais logiquement, des champs de liberté, de confiance, de responsabilité qui permettent aux individus de prendre soin d'eux. Et donc, sa question, c'est, ou autrement formulée, quelle raison d'être s'atteindrait sans l'attention, au moins implicite, à l'humain? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question finale. Autrement formulée, je la lis. Quelle raison d'être s'atteindrait sans l'attention au moins implicite à l'humain? Je ne crois pas que ce que je n'ai pas dit, en fait, là, je sors tous mes biais cognitifs dans l'inconscience la plus totale. 2 choses. La première, c'est que oui, le cadre est vu négativement et je pense qu'un des enjeux, vraiment un enjeu majeur de l'humanité aujourd'hui, peut-être que je me plante complètement, prenez rien pour argent comptant, mais moi, c'est ce que je pense et j'en suis convaincu, c'est de se réapproprier la notion de cadre. On ne peut rien faire sans cadre. Il n'y a qu'à voir toutes les organisations qui ont libéré leur entreprise sans mettre de cadre, elles se sont vautrées. Elles se sont vautrées, ce n'est pas pérenne, ce n'est pas sérieux, etc. Donc, en fait, le cadre est nécessaire, mais pas n'importe quel cadre. Et donc, il y a une nouvelle matière à inventer, à s'acculturer, qui est de définir des cadres qui soient vertueux. Mais ça passe avant par un stade de guérison.
Et moi qui vous parle, je suis un gros rebelle. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis un gros rebelle. Donc, s'il y a quelqu'un qui est averse au cadre, c'est moi. Et j'ai des copains comme moi. Mais j'ai dû me guérir de ça. J'ai dû dépasser ça. Parce que ça crée plein de zones d'ombre que j'ai travaillé. Enfin, bon, peu importe. Et aujourd'hui, je suis convaincu que sans cadre, on ne peut rien faire. La liberté sans cadre ne veut rien dire. Mais pas n'importe quel cadre. Donc, il y a une notion de pouvoir constituant, de définir des cadres vertueux, comme en permaculture, qui permettent à l'homme effectivement de. Mais ce n'est pas parce qu'on a défini cadre qu'on ne s'intéresse pas à l'humain. Attendez, là. Et je n'ai pas dit que vous avez dit ça, mais attendez. Je vous pose. Là, ce que je suis en train de faire, c'est juste de définir une autre dimension. Mais ce n'est pas où. C'est fini le où. Ça, c'était les générations d'avant. Maintenant, on est dans le et. Donc, tout ce que je vous dis, c'est en plus de. Oui, il faut être centré sur l'humain. Mais avant d'être centré sur l'humain, il faut d'abord se centrer sur le cadre. Et ensuite, une fois qu'on a fait le cadre, il faut se centrer sur l'humain. Et si je reviens à Holacratie 2 minutes, et j'essaie de répondre à la question de Xavier en faisant ça, en tout cas, c'est ce que on verra si ça répond. Quand vous adoptez Holacratie, il faut comprendre que c'est qu'un moteur. C'est qu'un moteur, vous n'avez rien fait. Si vous voulez transformer votre entreprise, il vous faut une voiture. Donc, il faut ajouter châssis, pneus, roues, volants, etc., évidemment. Donc, si vous décidez d'adopter Holacratie, il y a plein de choses à faire, comme mettre en mouvement les collaborateurs, mettre en mouvement le management, mettre en mouvement la direction, comme définir les fonctions business et les fonctions opérationnelles. Dans Holacratie, il n'y a rien de tout ça. En fait, Holacratie, et là, il y a une incompréhension que je voudrais lever, Holacratie, c'est une méta-constitution. C'est une constitution, ça je l'ai dit, parce que c'est du pouvoir constituant, donc un document qui décrit le pouvoir constituant s'appelle une constitution, c'est ça. Mais ce n'est même pas une constitution complète. Il faut comprendre comment ça a été fait, en fait. Cette constitution, elle est géniale, mais elle est géniale. Tous les autres trucs sont géniaux, hein, je ne compare pas du tout. C'est nouveau, c'est complémentaire. C'est en plus de fromage et dessert. Là, on est sur le dessert, ou le fromage, ça dépend ce que vous préférez. Et en fait, c'était créé, c'est un acte de génie que je reconnais à Brian Robertson et Tom Tomlinson qui, à l'époque, il faut se revenir en 2007, ont décidé, ils avaient créé une super entreprise qu'on pourrait appeler Libéré, altruiste, ça n'existait pas à l'époque. Et cette nouvelle entreprise, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut offrir au monde ce qu'on a fait? Tout ce savoir-faire qui est encapsulé dans nos pratiques opérationnelles. Ils se sont dit, on ne va pas faire des conférences parce qu'il y en a déjà plein qui en font. Et puis, c'est comme Zobrist, si tu ne fais pas de boîte de vitesse, c'est bien ce que dit Jean-François Zobrist de Favie. C'est très bien, c'est inspirant, tout ce que tu veux. Mais concrètement, ça ne t'aide pas beaucoup parce que moi, je ne fais pas de boîte de boîte de vitesse. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on arrive à un niveau d'abstraction supplémentaire. Et c'est là le trait de génie qui a donné lieu à ce pouvoir constituant, qui ouvre, à mon avis, une ère de pionnier qui est devant nous. Ils ont dit, on va distiller au niveau d'abstraction nécessaire et suffisant toutes nos pratiques opérationnelles qui marchent bien, qui sont reconnues comme telles, pour en faire une essence qui soit applicable, alors hyper ambitieux, qui soit applicable à tout type d'entreprise, au sens large, entreprise, organisation, association, tout ce que vous voulez, entreprise, dès qu'il y a plusieurs personnes avec un but commun, à toute entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le business, le secteur d'activité de l'entreprise, quelle que soit la culture de l'entreprise, quelle que soit la nationalité de l'entreprise, quelle que soit. C'est un dénominateur commun. C'est une méta-boîte à outils, c'est une méta-constitution. Donc, une fois qu'on a compris ça, parce que c'est vraiment ça, Holacratie, ça ne fait rien d'autre. Tu ne peux rien faire avec Holacratie. Une fois que tu as compris ça, tu comprendras aussi que adopter cette méta-constitution dans une entreprise, ça requiert un peu de travail avant de lancer le truc, avant de lancer le moteur. Il faut l'ajuster parce que dans cette méta-constitution, par construction, ne sont pas décrites les activités opérationnelles business, tout le business d'entreprise, comment tu produis, comment tu achètes, comment tu fais la R&D, etc. Ce n'est pas décrit du tout. Et ça ne peut pas être décrit parce que si c'était décrit, alors on serait coincé parce qu'il n'y a aucune entreprise au monde qui ressemble à une autre en matière d'activité opérationnelle, par définition. Idem pour les fonctions RH, ou les valeurs, la culture et tout ça, tout ce qu'on appelle, etc. Parce qu'il n'y a pas une entreprise au monde qui fonctionne comme une autre. Idem dans bon, ça rejoint les valeurs et les besoins sociaux, mais idem dans la question de comment tu traites, comment tu satisfais ou jusqu'où
et jusqu'où pas tu satisfais les besoins sociaux des individus qui travaillent dans ta boîte. Ce n'est pas décrit du tout. Et c'est pour ça que les gens qui disent holacratie, ça ne traite pas de l'humain, ils ont parfaitement raison. Et c'est voulu. Ce n'est pas un défaut de conception, c'est voulu. Par design, c'est voulu. Et donc, une fois qu'on a compris ça, évidemment, on a aussi compris que pour ceux qui comprennent qu'il y a bonne raison dans leur entreprise, et je ne dis pas que c'est la panacée, mais moi j'ai du mal à voir autre chose, mais forcément, vu le métier que je fais, eh bien, une fois que tu as adopté un truc comme holacratie, qui est vivant, hein, j'ai passé ça, mais qui est vivant, donc qui évolue en fonction de la réalité, donc qui commence à être sacré mature, parce que maintenant, ça fait plus de 15 ans que ça tourne, et que ça a été recyclé dans la version 5.0, ben bien sûr, une fois que tu as adopté le moteur, il faut t'occuper de l'ajuster, le paramétrer dans le contexte particulier de ton entreprise. Et là, effectivement, il va y avoir plusieurs focus. Alors moi, j'en ai marre de parler d'humain, parce que cette polarité commence à me gonfler. Je commence par le business. Parce qu'une entreprise, on peut se raconter ce qu'on veut. La raison d'être, elle est en général tournée vers le business et non pas vers l'humain. Sauf si tu es une association d'accompagnement, de thérapie, de je ne sais pas quoi. Donc, il y a un défaut de langage. Il y a un truc, il y a un prisme qui ne va pas. Donc, je voudrais le contrer. Peut-être que je mets la polarité un peu loin, au risque de ne pas passer, mais ce n'est pas très grave, j'assume. Donc, c'est business. D'abord, les opérations business. C'est quoi le business de ta boîte? Comment est-ce que tu crées de la valeur à tes clients, à ton marché, etc., etc. Et donc, ça, on encode cette phase de paramétrage, d'ajustement, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'encodage, c'est-à-dire de définir toutes ces activités business qui te permettent de créer de la valeur, sans faire de la bureaucratie, s'il te plaît, à partir de la notion de rôle. Donc, ça, on pourra en parler, mais c'est un autre sujet, en créant des rôles qui rendent compte du business de l'entreprise. Bien sûr, une entreprise, en fait, il n'y a jamais une seule entreprise, ça n'existe pas. Dans une entreprise, il y en a au moins deux, toujours. Parce que les gens n'ont pas forcément toujours en tête. Il y a le business, ça serait bien de le mettre en avant quand même, et ce n'est pas réservé à l'étage de la direction. Tout le monde devrait être obsédé par le business, ou plutôt tout le monde devrait être obsédé par la création de valeur plurielle, quel que soit le rôle, parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon ça va être trop long. Et puis, il y a une deuxième entreprise. C'est que ton business, sauf à ce que tu aies une entreprise complètement robotisée, auquel cas tu n'as qu'une entreprise. Mais si jamais tu as au moins 2-3 personnes dans l'entreprise qui travaillent pour l'entreprise, alors c'est un deuxième moteur. Tu as un moteur, ce qu'on appelle autrefois RH, je pense que le mot a changé, mais traiter autre chose, mais le capital humain. Voilà, appelons ça le capital humain. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise dont le but, ce n'est pas de traiter le business, c'est de traiter la question de comment je fais pour avoir suffisamment de talent, de compétences qui vont bien, de personnes engagées, etc., pour faire le business. Dans une abstraction, une fantaisie mentale, on pourrait imaginer dans l'entreprise, en fait, on ne garde que la première entreprise et on externalise l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec holacratie. Tout en laissant, je vois les directeurs généraux qui pourraient trembler en m'écoutant, tout en laissant les deux entreprises dans la même membrane juridique. Ouf, ça va. Mais en termes de modèle mental, si on oublie 2 minutes la membrane juridique qui intéresse assez peu de gens, à part les actionnaires, enfin collaborateurs, ils s'en foutent de la membrane juridique. Donc, si on oublie la membrane juridique qui gêne beaucoup, en fait, une entreprise, eh bien, c'est un holon, c'est une entité dans laquelle il y a une grosse entité qui fait les opérations, qui est elle-même découpée en petites entités. Donc, en fait, c'est des entreprises dans des entreprises dans des entreprises. C'est un écosystème, pour utiliser un mot à la mode, et en tout cas vivant, un écosystème. Donc, tu as une entreprise qui s'occupe de la prod, tu as une mini-entreprise qui s'occupe de la prod, une mini-entreprise qui fait les appros, une mini-entreprise qui fait la compta, etc., etc. Tout ça dans l'entreprise. Puis en plus, on a une autre entreprise qui s'occupe du capital humain. Centré sur quoi? Sur le contrat de travail. Pas de contrat de travail, pas de fonction RH. Ça fait rêver. Quand tu vois le poids des RH dans les entreprises, ça fait rêver. Mais bon, on a encore à supporter le contrat de travail, je ne sais pas pour combien de temps. Parce que c'est inapproprié par rapport à ce qu'on veut faire. Et en même temps, c'est utile. Donc voilà. Et du coup, dans l'encodage, cette phase d'encodage, on va décrire cette entreprise RH, capital humain. Et là-dedans, on va commencer par appeler par son nom ce qui s'appelle la hiérarchie, que tout le monde fuit, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle existe, trop tard. Sauf à ce que tu n'aies plus de contrat de travail. Mais à partir du moment où il y a un contrat de travail, le droit du travail rend explicite le fait qu'il y a un lien de subordination. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est la réalité du droit. C'est vrai que le droit est toujours un peu en retard par rapport à ce qu'on voudrait, mais c'est la réalité. Il y a un lien de subordination. Et donc, ce qui veut dire que toi, employé, quand tu signes un contrat de travail, que tu l'aies en conscience ou pas, peu importe, la réalité, c'est que tu es subordonné à un responsable hiérarchique. Et tous les mots que j'utilise sont des mots tout à fait à jour, courants dans le droit du travail. Ce n'est pas des trucs pour faire peur. C'est la réalité d'aujourd'hui.
qu'on veut absolument masquer. Mais en fait, si on veut la masquer, probablement parce qu'elle a des effets pervers. Mais la meilleure façon de traiter ces effets pervers, c'est justement de ne pas le masquer. C'est l'inverse, c'est de rendre explicites les choses. Et c'est pour ça qu'avec le système que je propose, tu peux, dans cette entreprise RH, tout articuler autour du contrat de travail et tu crées un rôle. Alors, je ne sais pas pourquoi les clients que j'accompagne, ils changent le nom, mais moi, je propose de l'appeler hiérarque ou responsable hiérarchique. Alors, il y a encore des clients un peu timides qui préfèrent appeler référent, RH, machin, machin. Bon, moi, je crois que c'est dommage, il vaut mieux appeler un chat un chat. Si on veut restreindre, circonscrire les effets pervers du lien de subordination, le mieux, c'est de le nommer. C'est la base. Si tu ne le nommes pas, tu tournes encore au truc, c'est-à-dire que tu ne l'acceptes pas. La réalité, c'est ça. Mais du coup, il vaut mieux nommer la réalité et la circonscrire parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la hiérarchie en réalité. Du coup, tu leur donnes une chance de comprendre. La hiérarchie, elle n'existe que par le lien de subordination. Et c'est pour ça que le contrat de travail a été créé par Fayol Taylor et Ford en 1911, pour que ça marche. Pour que quand Ford recrute quelqu'un, il recrute une paire de bras, en regrettant en même temps d'avoir un cerveau qui vient avec. Bon, les choses ont changé, bien sûr. Mais c'est ça, l'historique, la genèse, l'ADN du code du droit du travail. Donc, on fait avec, et le mieux, c'est de le rendre explicite. Donc, tout ça, ça fait partie de l'encodage. Et donc, à la question de Xavier sur l'humain, bien sûr que là, dans le cercle RH, on va nommer et définir le rôle hiérarque, et puis, bien sûr, tous les processus RH. Et puis, pas que. Bien sûr qu'en plus des processus RH, donc, qui vont du recrutement au licenciement, en passant par tout ce que vous connaissez, la paie, les notes de frais, etc., je passe des meilleurs. Et puis aussi, tous les besoins sociaux. Les gens, ils ont probablement besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être coachés, ils ont besoin qu'on les aide à gérer des conflits, etc., etc. Donc, tu vas créer des rôles de coach, de médiateur, etc., d'accompagnement du changement. Ils ont besoin d'apprendre, d'être accompagnés dans la capacité à digérer de plus en plus de complexité, ce qui est difficile. Ils peuvent apprendre ou être accompagnés pour enfin oser prendre l'énergie de la responsabilité. Parce que le self-management, ça ne se décrète pas. Encore faut-il que chacun puisse prendre l'énergie de la responsabilité. Il y a plein de freins à ça. La plupart des gens ne veulent pas être responsables de leur rôle. Quand je dis la plupart des gens, c'est supérieur à 80% de ma pratique. Alors quand même, sur 140 entreprises, ce n'est pas rien. De la généraliser, oui, je le fais. Voilà, je crois avoir répondu à la question. Merci pour cette réponse très, très dense. Du coup, on a peut-être deux questions de Cédric qui sont un peu plus simples et qui seraient en fait, ça sert à quoi pour faire simple? Et on a besoin de toi quand? Ça sert à quoi, c'est ça? Et la deuxième, c'est quoi? Oui, et on a besoin de toi quand? Ah, je sais pas. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de moi. Euh, ça sert à quoi? Si tu es patron, comme je l'ai été, ça commence à résoudre sérieusement des questions comme c'est quoi le management? Ça commence, qu'est-ce qui est attendu du management? Qu'est-ce que c'est le management? Pourquoi les gens ne se responsabilisent pas, etc., etc. Moi, quand j'étais patron ou manager, ou les deux, parce que j'ai été les deux, franchement, là, c'est ma minute de compassion pour tous les managers. C'est un job que je ne ferai plus jamais. C'est l'horreur. Il faut être fou pour être manager. On s'étonne qu'il y ait une crise du management. J'ai été interviewé récemment pour je ne sais plus quel canard là-dessus. Oui, c'est normal. C'est normal, il ne s'est pas outillé. Moi, je me rappelle quand j'étais dirigeant, je m'intéressais. Et quand j'avais un N+1, je me suis arrangé pour ne pas en avoir souvent. Mais ça m'est arrivé. Et donc, quand j'ai eu N+1, je disais, mais qu'est-ce qui est attendu de moi? En gros, tu fais le budget. Bon, ça, j'avais créé des boîtes plusieurs fois, donc je n'ai pas trop besoin qu'on m'explique. Et puis, en plus, il faut que tu aies une équipe motivée. OK, super. Et les outils pour ça? Rien. Donc, c'est un peu court. Et souvent, j'interviens dans des écoles dites de management. Ça me fait rigoler. On apprend tout sauf le management et ce n'est pas de leur faute. Et d'ailleurs, je rencontre des profs de management et je leur pose la question, mais comment tu fais pour enseigner quelque chose qui n'est pas explicable? Il me dit, je m'en sors en prenant trois écoles. Donc, l'école du bouquin de machin, l'école du bouquin de truc, et j'arrive à faire un cours. Ce n'est pas sérieux, il est temps qu'on passe à autre chose. Donc, et ce n'est pas sérieux, ce n'est pas autre chose parce qu'il nous manque une différenciation. On n'est pas passé au concept. On ne pourra pas définir sérieusement le management tant qu'on ne pourra pas définir ce qui définit le management. C'est de passer au concept. Et c'est ça le pouvoir constituant. Et Holacracy est le pionnier en la matière. Il y en aura sûrement d'autres, j'imagine, j'en sais rien. Mais en tout cas celui-là existe. Wow, merci beaucoup Bernard-Marie, merci à tous pour votre participation. Alors je sais que ça va être un petit peu frustrant comme il y a encore d'autres questions, mais peut-être que Bernard-Marie, tu pourras engager avec les personnes directement sur LinkedIn pour répondre à leurs questions. Avec plaisir.
Du coup, sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu toutes les 2 semaines, voilà, le jeudi matin de 8h30 à 9h, avec pour prochain thème, d'ici 2 semaines, donc le 7 juillet, de la tension dynamique au leadership de chacun. Voilà, donc merci beaucoup Bernard-Marie. Je te propose de conclure ce rendez-vous en quelques mots. Eh ben, j'ai été ravi. Je trouve le sujet passionnant, un peu très court. C'est toujours trop court, une demi-heure. Enfin bon, c'est la règle du jeu. On pourrait plonger. J'adorerais encore plus d'interactivité. J'espère qu'un jour, on pourra faire évoluer ce format, avoir les. J'ai un peu l'impression de parler tout seul là, ou avec toi, et d'avoir les personnes qui soient sur l'écran. Mais j'espère que ça arrivera bientôt. Merci à tous et excellente journée à vous. Bonne journée à tous.